On va donc voir ici le principe des leviers. C'est un principe très important dans la mesure où il est tout simplement universel. On rencontre des leviers absolument partout, que ce soit dans le monde de la vie de tous les jours ou dans le monde des sciences et techniques, les leviers sont omniprésents. Alors voilà, j'ai illustré ça avec différents objets ici, ce sont essentiellement des outils, mais tu vois aussi ici le corps humain. Du point de vue mécanique, le corps humain fonctionne sur base des leviers, comme on aura l'occasion de le découvrir dans quelques minutes. Alors voilà, pour aborder les leviers, j'ai choisi de l'illustrer pour commencer avec cette brouette. Alors voilà, qu'est-ce qu'une brouette? Tu le sais, une brouette sert à transporter une charge. Voilà, la charge est représentée par cette flèche ici qui représente le poids de la charge ici à l'intérieur de la brouette. Et cette charge va être transportée grâce à la brouette. Et pour ça, on est obligé d'appliquer ici une force vers le haut. Donc qui va permettre de lever ici la charge pour pouvoir avancer. Et donc voilà, cette force ici va tout simplement s'exercer pour compenser ici la charge qui va donc résister au mouvement. Ceci va occasionner un mouvement, cette charge-ci résiste au mouvement, c'est pourquoi d'ailleurs on appelle cette force la force résistante. La force résistante, par opposition à la force motrice ici, la force qu'on applique ici pour lever la brouette, c'est ce qu'on va appeler la force motrice. Alors motrice comme dans moteur, comme dans mouvement, ce sont des mots qui ont les mêmes racines latines qui veulent donc dire le mouvement. C'est la force qui engendre le mouvement, c'est pourquoi on l'appelle la force motrice. Voilà. Alors, on a un levier ici. Si on lève le manche de la brouette ici grâce à cette force motrice, eh bien la brouette tourne ici autour de ce pivot, de l'axe de la roue ici. On peut voir ça comme un pivot. Et voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un levier. Un levier, donc, on va représenter de manière extrêmement schématique dans la suite. On va le représenter ici comme une simple tige de masse négligeable. On va supposer que la masse de cette tige est nulle, que seule la masse de la charge qui est représentée ici par ce cube vert ici exerce une force sur ce levier. Donc j'ai ici la force résistante. Et bien sûr, le petit point rouge ici désigne tout simplement le point d'application de la force motrice, et je vais donc ici représenter la force motrice. Alors, il reste le point bleu ici, tu l'as compris, le point bleu représente tout simplement le pivot ici, autour duquel donc le levier s'articule. Voilà, alors tu as remarqué qu'à la fois ici et ici, j'ai dessiné une force motrice plus petite que la force résistante. Alors déjà ça paraît curieux. A priori, comme ça, quand on prend une brouette, on a l'impression de porter toute la charge. On ne voit pas pourquoi la force serait plus petite que la force résistante. Et pourtant, c'est bien le cas. La force motrice, avec une brouette, est plus petite que la force résistante. On porte la charge ici en exerçant une force plus petite. Et ça, c'est grâce au principe des leviers. Les leviers introduisent ce qu'on appelle un effet de démultiplication de la force. La force à appliquer est plus petite que la force résultante, c'est-à-dire la force qu'il faudrait exercer si on prenait tout de suite la charge qui se trouve dans la brouette. Alors, comment est-ce possible? Si la brouette est ici au repos, c'est que si elle ne bouge pas, donc c'est qu'elle subit une force totale qui est nulle. Or ici, on voit clairement que la force n'est pas nulle. Si Fm est plus petit que Fr, a priori, comme Fr est dirigé vers le bas, la brouette devrait s'effondrer. Ce qui n'est pas le cas, elle est bien au repos. Et si Fm peut être plus petit que Fr, c'est bien sûr parce qu'on n'a pas encore considéré ce point-ci. Il est clair que la brouette s'appuie ici sur la roue avant. Et donc, bien sûr, la roue avant repose sur le sol qui renvoie forcément une force vers le haut. C'est la résistance du sol ici, qui renvoie ici une force qu'on va donc appeler la force d'appui. C'est la force qui s'exerce ici sur l'axe du levier, sur le pivot du levier, comme je le disais, c'est ce qu'on va appeler la force d'appui. Ok, donc on a un système de 3 forces, et c'est bien pour ça que la force motrice peut être plus petite que la force résistante. C'est parce que la charge ici, Fr, est partagée par le point d'appui et par le point d'application de la force motrice. Ici, on a une force Fm, ici, on a une force Fa, et c'est bien la somme de ces deux forces qui va permettre de compenser exactement ici la force résistante. Il ne peut pas en être autrement. Si la brouette ici reste en place, c'est bien parce que
on a équilibre entre toutes ces forces, ce que je peux écrire ici mathématiquement, tout simplement, en disant que Fm plus Fa est égal à Fr. Voilà, c'est donc comme ça qu'on peut expliquer qu'il y a eh bien, ce phénomène de démultiplication. La force est tout simplement plus petite parce que le point d'appui ici prend une partie de la force résistante. Alors, je vais considérer une situation particulière dans laquelle la charge est pile ici au milieu du levier, de la longueur du levier ici. Donc L, c'est une demi-longueur de levier tout simplement. Alors si j'ai bien L ici et L là, eh bien je suis bien au milieu et forcément on est dans une situation d'équilibre parfait. Il est clair que Fa serait égal à Fm et que ces deux forces se partagent à 50% la force résistante. C'est ce qu'on va écrire ici. Fm est égal à Fa, et effectivement, si je remplace Fa par Fm ici, j'ai bien Fm plus Fm, c'est-à-dire 2Fm est égal à Fr, ce qui va me donner Fm qui sera égal à Fr sur 2, et qui en l'occurrence est aussi égal à Fa. Voilà, donc ceci est l'évidence, on a bien les deux forces, la force d'appui, la force motrice, qui se partagent toutes les deux, la contrainte, la résistante, la force résistante. Voilà, et c'est pourquoi on a donc ce facteur 2 ici. Alors bien sûr, c'est un cas particulier, c'est parce que j'ai mis la charge ici au milieu du levier. Il est clair que je peux changer cette position. Par exemple, si je me rapproche ici du point d'appui, il est clair que le point d'appui va prendre de plus en plus en charge ici la charge, c'est le cas de le dire. La charge va se déplacer et donc la force d'appui ici va augmenter alors que la force motrice, elle, va diminuer tout simplement. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà la charge qui se rapproche, la force d'appui qui monte et la force motrice qui a disparu au final. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Eh bien parce que maintenant ici, j'ai arrêté la charge ici pile à la verticale du pivot. C'est comme si on avait pris la charge ici qui se trouve dans cette brouette et qu'on l'avait ici ramenée au-dessus de l'axe de la roue. Il est clair qu'à ce moment-là, c'est la roue qui prend tout, et si je ne dois plus rien lever, si ce n'est le poids de la brouette elle-même, mais je le répète, dans ce raisonnement, on considère que le levier n'a tout simplement pas de poids. Le poids de la brouette doit être négligé par rapport au poids de la charge, ce qui est d'ailleurs bien souvent le cas. Et donc voilà, si le poids se trouve à la verticale du pivot, clairement, je n'ai plus rien à faire. Ici, je peux limiter la force à 0. Voilà. Donc Fm dans ce cas-là est bien nul. C'est intuitivement tout à fait logique, tout à fait évident. Voilà. Alors bien sûr, maintenant je peux redéplacer le poids ici complètement sur la gauche, ce que je m'empresse de faire. Du coup, forcément, Fa diminue et Fm augmente jusqu'à atteindre, bien sûr, Fr. J'ai tout simplement inversé la situation. Maintenant, tout se passe comme si j'avais la charge ici au niveau des poignets de la brouette, c'est-à-dire que c'est comme si je prenais la charge dans les mains, comme ceci. Il est clair qu'à ce moment-là, je devrais exercer toute la force. Fm, dans ce cas-là, est égale à Fr. Tout ça est assez évident, et forcément, dans ce cas-là, la force d'appui est tout simplement nulle. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure du côté gauche ici. On l'a maintenant du côté droit. Voilà. Alors, voilà, on a donc déjà rencontré 3 situations. Je vais y revenir. Donc la dernière situation qu'on a rencontrée, c'est celle-ci. Le poids se trouve à gauche, on a une force nulle ici sur le point d'appui. Par contre, la force motrice est à ce moment-là égale à la force résistante. On a également envisagé ici le cas où la charge est au milieu du levier ici. À ce moment-là, on a la force motrice qui est tout simplement la moitié de la force résistante, de même que pour la force d'appui. Et enfin, on avait vu également donc le cas du poids ici tout à fait à droite, pour lequel on a Fa qui est égal à Fr et Fm qui est égal à 0. Alors voilà, je vais m'intéresser maintenant à cette situation-ci, je vais m'intéresser au facteur 2 qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle donc le facteur de démultiplication, la force motrice. C'est ici que je dois le montrer, puisque c'est ça l'effet utile du levier. En général, la force d'appui, elle n'a que peu d'intérêt, puisque ce point-là ne bouge pas, c'est juste le pivot. C'est ici que le facteur 2 m'intéresse, parce que c'est le facteur de démultiplication. J'ai réussi à diminuer la force à exercer d'un facteur 2 grâce à l'utilisation de ce levier en plaçant la charge ici à mi-distance, à mi-longueur du levier. Alors voilà, je vais décrire cette situation particulière, cette situation géométrique particulière, en introduisant ici d'autres longueurs. Là, j'ai introduit L et L, mais maintenant je vais introduire la longueur du levier, que je vais appeler le
Lm. Pourquoi Lm? Parce que c'est la longueur du bras de levier moteur. Le M est là comme pour le M ici, c'est force motrice. Ici, c'est le levier moteur, on pourrait le voir comme ça. Pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça? Parce que c'est la longueur qui sépare le pivot ici du point d'application de la force motrice. Donc voilà, c'est une convention, je l'appelle Lm. Et comme tu as vu ici, j'ai également fait apparaître une deuxième distance. Cette distance, je vais l'appeler la longueur du bras de levier résistant. Tout comme ceci, c'est la force résistante, ça c'est le levier résistant qui a donc une certaine longueur LR. Et si je suis au milieu ici, il est clair que Lm vaut 2 fois LR. Autrement dit, LR rentre 2 fois dans Lm. C'est pas très compliqué, en voici la traduction mathématique. Et maintenant, je vais mettre la formule de démultiplication de la force ici. Je vais la mettre en regard de celle-ci. Et on voit bien que le 2 qui est là se retrouve ici. Ce n'est sans doute pas un hasard. Je vais m'intéresser à ça. Je vais ici maintenant investiguer les choses pour savoir si ce 2 ici correspond en fait au rapport entre Lm et LR. Il est clair que si je mets LR de l'autre côté ici, je vois que Lm sur LR, c'est 2. Est-ce que ce 2-là représente bien ce rapport des longueurs? Pour le démontrer, je devrais démontrer ça pour d'autres longueurs, par exemple celle-ci. Je peux le faire, cette situation-là correspond à Lm, c'est toujours la même chose, la force motrice elle est toujours là au bout, donc le Lm est là, mais le Lr aussi est là, puisque je vois que la force résistante est appliquée ici sur le même point d'application. Voilà. Donc Lm sur Lr à ce moment-là est égal à 1. Et effectivement, on retrouve ici le facteur 1. Je peux très bien écrire ici Fm est égal à Fr sur 1. Et je vais synthétiser ça ici. D'une part, Lm vaut Lr, c'est-à-dire 1 fois Lr. Je peux l'écrire comme ceci, rien ne m'empêche de faire ça. Et je vois que le 1 qui est là, finalement, je le retrouve également ici. Fm égale Fr, je peux l'écrire Fm égale Fr divisé par 1. Et finalement, on va voir qu'on peut même le retrouver ici. Ce rapport, le rapport de démultiplication, on le retrouve ici dans le rapport des longueurs des bras de levier moteur, le bras de levier moteur d'un côté, le bras de levier résistant de l'autre. Alors voilà, je vais le faire ici. Alors là, Lm, c'est toujours la même chose, c'est le bras de levier moteur, c'est la longueur du levier dans ce cas-ci. Et je vois que ici, le bras la longueur du bras de levier résistant, il est nul. Elle est nulle, pardon. Cette longueur est nulle, bien sûr, puisque maintenant, la force résistante ici est au niveau du pivot. Donc j'ai bien 0. Et donc je peux dire que Lm est égal à une infinité de fois la longueur du bras de levier résistant. C'est une manière de voir les choses. Si tu n'es pas habitué à l'infini, je suis désolé, tu peux passer cette partie-ci. C'est pas très grave. C'est tout simplement, c'est assez simple en fait. Si LR est très petit, et tend vers 0, il est clair qu'il faut LR va rentrer une infinité de fois dans Lm. C'est ce qui se passe quand on arrive à 0. On arrive à vraiment l'infini. Et ceci est bien le symbole de l'infini. Et on va voir que ceci, on va bien le retrouver dans le facteur de démultiplication. Alors le facteur de démultiplication ici est assez abstrait parce que j'obtiens Fm égale 0. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de force pour lever la charge puisque c'est l'appui ici qui prend tout. C'est pas grave, j'y vais quand même et je vois que je peux écrire effectivement ce 0 comme étant Fm égale Fr sur l'infini. Parce que quand je divise un nombre par l'infini, effectivement j'obtiens 0. Plus le nombre est grand au dénominateur, tu sais que la fraction représente un nombre qui sera d'autant plus petit. Quand c'est l'infini qu'on trouve ici au dénominateur, on a bien 0. Et donc voilà, je me retrouve ici de nouveau avec le facteur de démultiplication qui sera tout simplement le Lm sur Lr. Comme je disais tout à l'heure, quand Lr vient d'ici, on voit que Lm sur Lr est égal à 2. C'est bien ce que je retrouve ici. C'est bien ce que je retrouve ici. Lm sur Lr est égal à 1. C'est bien le 1 que je retrouve ici. Et ici, je retrouve l'infini, qui est bien le rapport entre Lm et Lr. On voit bien que ça marche. Et ceci me fait dire que peut-être qu'on peut généraliser maintenant. Ces trois situations-ci sont bien claires. Ces résultats-ci sont bien établis. Ils sont évidents.
physiquement, ils sont tout à fait interprétables. Est-ce qu'on peut les généraliser maintenant à n'importe quelle position ici? Par exemple, si je mets ici la charge à 1/3 de la longueur du bras de levier moteur, voilà, LR ici rentre 3 fois dans LM, c'est ce que je mets ici, LM est égal à 3 fois LR. Est-ce que ça implique que FM est égal à FR sur 3? Ou de manière encore plus générale, est-ce que pour un rapport R entre LM et LR, LR ici rentre R fois, R est là pour rapport, voilà, c'est le rapport entre LM et LR. Est-ce que ce rapport-ci implique que FM sera égal à FR sur R, c'est-à-dire que ce rapport de LM sur LR représente-t-il bien le facteur de démultiplication? C'est la question à laquelle il faut répondre maintenant. Je le répète, on ne l'a pas démontré. On l'a démontré pour la charge sur le point d'appui, la charge ici sur le point d'application de la force motrice et le point au milieu. Quand c'est entre tous ces points, quand c'est ici, n'importe où, avec un rapport R, est-ce que c'est encore vrai? Alors la réponse est oui, c'est vrai. Le facteur de démultiplication est bien ce rapport LM sur LR, comme on semblait le montrer, donc les formules qu'on avait établies auparavant, que je retrouve ici, mais que j'écris donc avec le rapport R. Voilà, la réponse est oui, mais pour aborder ce problème et pour le démontrer, il faut avoir recours en fait à une description de la force qui soit en rapport avec la nature de la force. Voilà, on ne peut pas faire de démonstration ici de ceci, de cette relation-ci, sans passer par une discussion sur la nature même de la force. Or, la meilleure manière de parler de la force, c'est de la mettre en rapport avec l'énergie. Et c'est donc ce que je vais faire ici. Je vais établir ici le rapport qu'il y a entre force et énergie. Alors, puisqu'ici on parle de charge, je vais donc prendre ici la charge de nouveau. Cette charge pèse un certain poids et donc je vais la porter ici. Et la porter n'est pas évident puisque je dois moi-même compenser cette force ici avec mon bras. Alors ça, on a l'impression que ça demande de l'énergie, mais en fait c'est pas vrai. Mon muscle ici dépense de l'énergie, je pourrais le faire apparaître comme ceci. Il est clair que lui, pour rester contracté, le muscle, il doit dépenser de l'énergie. Voilà, j'ai l'impression de devoir faire un effort, j'ai l'impression que ça demande de l'énergie, mais ce n'est pas vrai. En réalité, je ne communique absolument pas d'énergie ici à la charge. Cette charge peut rester là où elle est, absolument sans énergie. Si je dépense de l'énergie, c'est parce que le muscle doit se contracter de manière à garder l'angle ici pour que le bloc ici reste à sa hauteur, mais en fait, cette énergie ne sert que à contracter le muscle et ne communique aucune énergie au bloc. La preuve, c'est que je pourrais très bien remplacer mon bras ici par un simple tabouret. Un tabouret, ça n'a pas de muscle, ça n'exerce a priori pas de force, ça ne dépense en tout cas pas d'énergie. Cette situation-ci peut durer jusqu'à la fin des temps, il n'y a aucune énergie qui est dépensée. Okay, tout ça pour dire qu'une simple force ne suffit pas pour avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut faire un déplacement. Il faut que la force provoque un déplacement. À ce moment-là, il faut de l'énergie. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais lever ici le bloc de la hauteur D qui est indiqué là. Voilà qui est fait. Eh bien ça m'a demandé de l'énergie. Le tabouret qui était là tout à l'heure, il serait incapable de faire ça. Si je veux le faire autrement que par la force musculaire, je vais devoir utiliser un moteur électrique par exemple, qui va consommer de l'énergie. Et cette énergie, elle est donnée par ce qu'on appelle le travail. Le travail, en anglais, ça se dit work, c'est pour ça que j'ai mis un W ici. Et ce travail, c'est tout simplement la force fois le déplacement. Quand on a la force ici, et qu'on multiplie la force par le déplacement que cette force a provoqué, on obtient l'énergie dépensée pour ce mouvement, pour ce déplacement. C'est donc l'expression qui est ici. Est-ce que, pour arriver à décrire les leviers convenablement, pour en démontrer la formule de démultiplication, il faut évoquer ici ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Alors, le principe de conservation de l'énergie, il se traduit tout simplement par le fait que, quelle que soit la manière dont je bouge ici cette masse d'une certaine distance, je l'ai bougé ici de la distance d, mais quelle que soit la manière dont je le bouge, j'aurai toujours besoin de la même énergie. Quel que soit le dispositif que j'utilise ici, que j'utilise un moteur, que j'utilise un levier, que j'utilise un palan par exemple, c'est ce que je vais considérer maintenant, si j'utilise un palan à une poulie,
Eh bien, si je veux bouger de la même hauteur D ici, ce que je vais donc faire, on voit que, puisqu'on a une poulie ici, la charge F, elle est divisée sur les deux brins de la corde ici. Et donc, je vais monter d'un certain niveau ici jusqu'à un autre, de manière à lever le bloc ici de la hauteur D. Et pour ça, je vais devoir monter ici de la hauteur 2D. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. J'ai donc fait déplacer la force F' de la hauteur 2D. Pourquoi 2D ici et D là? C'est tout simplement parce que la corde elle s'est pliée en deux ici. C'est très facile à montrer. Pour monter de D ici la poulie, c'est la hauteur de laquelle la poulie est montée, eh bien il faut monter du double de la distance. Et donc on voit effectivement que l'énergie dépensée, c'est la force, c'est-à-dire F' dans ce cas-ci, fois la distance de déplacement de cette force, c'est 2D. Et on voit que les deux se simplifient et j'obtiens bien F fois D, exactement comme ici. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Si ceci n'était pas vrai, ça voudrait dire qu'on pourrait créer de l'énergie à partir de rien, ce qui serait assez formidable, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, quel que soit le dispositif. Pour monter une charge d'une certaine hauteur, j'aurai toujours besoin de la même énergie, et c'est la même chose pour les leviers. Et on verra que ça me permet d'arriver à une généralisation de la formule donc, des leviers, la formule de démultiplication de la force qu'on voit apparaître donc, dans les leviers. Alors voilà, j'en reviens à mon levier ici. Je vais d'abord considérer les déplacements qu'on effectue donc avec un levier. Donc je vais oublier les forces pour un moment, pour y revenir par la suite pour parler donc d'énergie. Je considère d'abord les déplacements, j'élimine donc les forces. Je vais donc lever ici à partir de l'application de la force motrice, je lève le levier ici. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On voit bien que le point d'application de la force résultante est monté d'une certaine distance, que j'appelle dr, R pour résistant, bien sûr, tandis qu'ici, la force motrice, elle a monté de la distance dm, dm bien sûr, pour le m pour motrice, bien sûr. Donc voilà, alors je vais prendre ici un cas particulier, on le voit d'ailleurs, je suis ici à mi-distance, je vais donc prendre LR qui rentre deux fois dans LM, LM est égal à 2 fois LR, c'est très bien. Et à ce moment-là, bien sûr, admettons que je parcours ici doucement le levier, au fur et à mesure de ma montée ici, on voit que je gagne en hauteur. Si je m'arrête à la distance LR, je suis monté de DR. Il est clair que si maintenant je continue, puisque ceci est une droite, c'est toujours la même pente, si je continue encore sur la même longueur LR, je vais arriver là, il est clair que je monte de nouveau de la longueur DR. Ce qui veut clairement dire que dm, c'est 2 fois dr. C'est tout simple. Tout ça pour te montrer que le rapport des hauteurs qu'on a ici est le même que le rapport des longueurs ici des deux bras de levier, le bras résistant d'un côté et le bras moteur de l'autre. Et donc voilà, et ceci est vrai pour n'importe quel rapport, bien sûr. Si maintenant je prends un levier résistant et qui est 3 fois plus petit que le levier moteur, eh bien je vais monter ici de 3 fois moins que ici, que le point d'application de la force motrice. J'aurai bien ici dm est égal à 3 fois dr. Voilà. Et donc on retrouve dans le rapport de multiplication, rappelle-toi ce rapport de multiplication que je cherche à démontrer, c'est bien Lm sur Lr. Je cherche à démontrer que la force est démultipliée de ce facteur R, qui vaut Lm sur Lr. On va voir si c'est vrai. Alors voilà, ce que je veux dire ici, c'est que pour démontrer ça, je vais tout simplement passer par le fait que ce rapport se retrouve dans, ici, le rapport des longueurs, des hauteurs parcourues par chacune des forces. La force résistante ici, la force motrice là. Pour te montrer ça, je le fais tout simplement. Le rapport des hauteurs ici, dm sur dr, dm sur dr, eh bien c'est bien lm sur lr. Dm divisé par dr, c'est bien 3. Lm divisé par lr, c'est bien 3. C'est bien ce qu'on a appelé le rapport de démultiplication. Lm sur Lr, c'est bien le petit r qui est là. Et donc voilà, je peux l'écrire ici. Ça veut dire que le rapport de démultiplication, le facteur de démultiplication, eh bien, c'est dm sur dr, également au même titre que Lm sur Lr. Alors ceci, si je multiplie par dr, ici, je vois que dm sera égal à r fois dr. Alors, ceci est une petite relation qui est intéressante de considérer. Le rapport
entre les longueurs des bras de levier moteurs et résistants est égal au rapport entre les hauteurs de la force motrice ici et de la force résistante. Voilà, alors je vais mettre ce résultat ici au regard de ce que je cherche à démontrer, que si on a un rapport de Lm sur Lr qui vaut R, alors le facteur de démultiplication de la force est aussi R ici, Lm qui vaut donc Lm sur Lr. Alors voilà, j'ai repris ici la force motrice. Rappelle-toi, la force motrice, ici, c'est bien donné par Fr sur R, Fr étant la force résultante. Alors pour démontrer ça, eh bien, je vais tout simplement considérer le principe de conservation de l'énergie. Je vais considérer l'équivalence de l'énergie dont j'ai besoin pour monter le poids ici directement à la main et dont j'ai besoin pour monter le poids grâce au levier ici, pour monter le poids bien sûr de la même hauteur. Et donc voilà, j'ai maintenant les forces. Je vais laisser ici travailler la force motrice. Voilà, la force motrice a permis la montée du levier. Je suis donc monté ici d'une certaine distance, dr, pour reprendre les mêmes notations, et une certaine distance ici, dm, pour la force motrice. Bien entendu, on vient de démontrer que dm, c'est r fois dr, r étant le rapport entre le bras de levier moteur et le bras de levier résistant. Voilà. Alors la force motrice, c'est Fr sur R, c'est ce qu'on va chercher à démontrer. Est-ce que c'est cohérent de dire ça? Et on verra que la conservation de l'énergie le dit très simplement. Voilà. Conservation de l'énergie, ben oui, je calcule le travail alors. Le travail de la force motrice, c'est tout simplement Fm fois dm. La force motrice est montée de la distance dm. C'est donc bien le travail de la force motrice, Fm fois dm. Et maintenant, j'applique tout simplement ici ce qu'on a appris ici sur la géométrie toute simple du levier, que dm est égal à r fois dr. Je vais mettre ça et je vais dire que Fm est égal à Fr sur R. Et on verra que c'est tout à fait cohérent. Que ça exprime bien la conservation de l'énergie. Pourquoi? Parce que les R se simplifient tout simplement et que je retrouve bien Fr fois dr, c'est-à-dire le travail effectué ici directement. Si je prenais la charge ici et que j'exerce la force Fr pour la lever de la distance dr, c'est bien le travail que je devrais effectuer. Cette égalité ici, qui vient de la formulation hypothétique à ce stade de la force motrice, j'ai supposé que la force motrice était égale à Fr sur R, eh bien oui, on voit que c'est tout à fait cohérent. C'est à condition que la force motrice soit Fr sur R qu'on a tout simplement conservation de l'énergie. Et donc ça, je vais l'écrire maintenant. Je vois tout simplement que Fm fois dm est égal à Fr fois dr. C'est l'expression du principe de conservation de l'énergie. Et on voit donc que c'est ça, que c'est cohérent avec l'idée que le rapport entre Lm et Lr donne le facteur de démultiplication de la force. Voilà. Alors je vais écrire ça maintenant autrement pour transformer cette formule à l'aide des longueurs des bras de levier. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc voilà, j'y vais progressivement. Je mets le dm ici de l'autre côté. Je vois que Fm est égal à Fr fois dr sur dm. Avec ceci, je me rappelle que dr divisé par dm, c'est la même chose que Lr divisé par Lm. Rappelle-toi, on a ici des triangles semblables. Le rapport de dr avec le dm ici sera le même que les autres longueurs qu'on trouve dans ce triangle. Le dr correspondait ici à Lr, le dm correspond à Lm. Le rapport de dr sur dm est égal à Lr sur Lm. On l'a vu clairement tout à l'heure. Et je vais donc l'écrire. Je peux remplacer dr sur dm par Lr sur Lm. Et à partir de ce moment-là, je peux remettre le L de l'autre côté. Je fais ça un petit peu lentement. J'aurais pu faire ça beaucoup plus rapidement en considérant les formules là-haut. Mais voilà, j'y vais progressivement dans l'espoir que tu comprennes bien ce que je fais. Et je vois ici que j'ai Fm fois Lm qui serait égal à Fr fois Lr. Ça, c'est la formule finale. C'est la formule qui va te servir à résoudre des problèmes de levier. Avec cette formule, tu es capable de résoudre des problèmes. Par exemple, tu veux te limiter à une certaine force.
parce que tu n'as pas la force pour lever une charge par exemple, eh bien, quelle longueur de bras de levier moteur tu dois adopter, connaissant par exemple la longueur de bras de levier résistant et la charge à porter. Voilà, hein, tu pourras résoudre des problèmes avec ceci. Si tu as 3 données par exemple, eh bien, tu peux calculer l'inconnu ici grâce à cette formule. C'est la formule de base des leviers, on l'appelle la formule des leviers. Alors cette formule des leviers a été établie pour un levier particulier qu'on appelle le levier interrésistant. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la force résistante ici qui se trouve située entre les 2 points extrêmes ici du levier. Entre les 2 extrémités du levier, on a la force résistante et donc on parle de levier interrésistant. C'est une manière de se rappeler que effectivement la force résistante se trouve entre, inter ou entre, forcément ça fait penser à la même chose ici, c'est le fait que la force résistante se trouve entre le point d'appui et le point d'application de la force motrice. Voilà, alors il existe d'autres types de leviers. Il n'est pas du tout difficile d'en imaginer. Je vais en prendre un ici, c'est l'exemple du squelette. Si on prend l'articulation du bras, le bras peut servir à porter des charges, bien sûr. J'ai représenté la charge ici dans la main. Et pour porter cette charge, il faut forcément contracter le biceps, on l'a vu tout à l'heure. Et ça, ça demande donc une certaine force. Alors, pourquoi une force? Parce qu'on a la force résistante ici, bien sûr. Cette force résistante a tendance forcément à faire tomber l'avant-bras, autour de son pivot ici. Et forcément, pour empêcher ça, le tendon du biceps ici tire sur les os de l'avant-bras ici, de manière donc à exercer une force motrice vers le haut pour compenser cette force résistante. Et donc on a le point de pivot ici, donc le point d'appui du levier qui est mis avec le petit point bleu ici, comme on a fait jusqu'à présent. Et voilà, et ce que je vais te montrer ici, c'est que finalement cette formule-ci peut également être appliquée à un tel levier. C'est ce qu'on appelle un levier intermoteur, puisque maintenant c'est la force motrice qui se trouve entre les 2 extrémités du levier. Alors la force motrice en fait est appliquée très très proche du point d'appui ici. C'est typiquement 5 cm, ça peut être moins, forcément ça dépend du bras, et typiquement ici pour un bras adulte, on va prendre 35 cm. Ça veut dire qu'il y a une très très grande différence. Le bras de levier moteur, qui est donc la distance entre le point d'appui c'est le bras de levier résistant, et la charge résistante ici, est bien plus grand que le bras de levier moteur. Et on verra que ça change tout. Ça ne change absolument pas cette formule-là. On va la retrouver, tu vas voir. J'ai représenté de manière schématique ici le levier correspondant ici au bras. Je vais donc faire travailler ici la force motrice qui travaille ici, attention, ne pas confondre. Voilà, grâce à la force motrice ici, le levier a pu monter. Donc forcément, la force résistante a donc été vaincue. Et donc on a pu monter ici d'une petite distance dm, qui est assez courte, puisque c'est un bras de levier qui est court. Ici j'ai exagéré sa longueur de manière à pouvoir faire les schémas malgré tout. Et ici on est monté d'une distance dr, forcément. Et on voit que c'est le contraire de tout à l'heure. dr était ici tout à l'heure, on avait un petit dr devant un grand dm. On voit que les choses sont inversées. Ce qui est logique, puisque on a un petit Lm ici, le levier moteur est petit. Voilà, je vais m'intéresser, comme tu le vois ici, au travail, parce que je vais établir cette formule ici sur base de la conservation de l'énergie. Je suis monté ici de la distance dr avec la force Fr. J'ai donc effectué un travail Fr fois dr. En tout cas, c'est ce que j'aurais effectué si j'avais monté cette charge ici tout seul directement avec mes bras. Voilà. D'un autre côté, forcément, ici, moi, ce que j'ai fait, ce que mon muscle a réalisé, en fait, donc c'est bien la force Fm qui s'est baladée sur la distance dm, c'est bien ce travail-là que le muscle a réalisé. Et les deux ne peuvent être que égaux. Je répète, quel que soit le moyen qu'on utilise pour faire travailler une force, ce travail sera toujours le même. Que cette charge soit montée ici par le travail de la force Fm, ou bien par le travail direct de la force musculaire comme ceci, l'énergie est la même. C'est ce qui est exprimé là. Alors de là, je peux voir que Fm vaut Fr fois dr sur dm. Il m'a suffi tout simplement de mettre le dm de l'autre côté. La force motrice, la force résistante fois dr sur dm.
Et bien sûr, dr sur dm, tu as déjà compris, le dr sur dm, j'ai du mal à m'habituer à la nouvelle géométrie, un dr qui est grand sur le dm qui est petit, mais c'est le même rapport qu'on va trouver entre lr et lm. On retrouve ici les triangles semblables, longueur lm, hauteur dm, longueur lr, hauteur dr, l'angle est le même ici pour ces deux triangles, c'est une évidence, les rapports sont bien les mêmes. Et le dr sur dm ici n'est rien d'autre que le lr sur lm. Ici c'est écrit dans le sens habituel, dm sur dr est égal à lm sur lr. Cette fois-ci c'est lm qui est plus petit que lr, et donc j'ai un rapport de un facteur de démultiplication r qui, cette fois-ci, est plus petit que 1. Ici, en l'occurrence, c'est 5 sur 35. Lm vaut 5, Lr vaut 35. Je trouve un septième. 5 rentre bien 7 fois dans 35. Et ça, c'est une surprise, bien sûr, parce que si oui, c'est ça, on va voir ça par la suite. Je peux le mettre ici, oui, voilà. Ici, je vois bien que j'ai dm sur dr. Ce que j'ai fait ici, c'est diviser par dr. Je divise au-dessus et en dessous par dr. Si je transforme cette fraction donc, en divisant par dr, voilà. Donc ici, j'ai un 1, en fait. J'ai un 1 sur dm sur dr. Et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour faire apparaître le facteur de démultiplication. Fm est égal à fr sur r. Voilà. Et avec ceci, comme R vaut 1 septième, divisé par 1 septième, ça revient à multiplier par 7 bien sûr, et je vois que la force motrice est 7 fois plus grande que la force résistante. Si la force résistante correspond à 15 kg force, ce qui est tout à fait possible, tu peux prendre 15 kg dans ton bras comme ça, c'est peut-être un petit peu lourd, mais ça va, c'est faisable. On voit que la force motrice, la force générée par ton biceps, sera 7 fois plus grande, c'est-à-dire qu'elle sera de 105. 7 fois 15, ça fait 10 fois 7, 70, plus 5 fois 7, 35, 70 et 35, ça fait bien 105. Ton biceps doit exercer une force de 105 kg pour lever 15 kg. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Je suis sûr que tu te sens tout à coup beaucoup plus fort. Voilà, c'est un peu une surprise, mais c'est comme ça que fonctionne le corps humain. Le corps humain, ou d'ailleurs le corps des animaux également, du point de vue mécanique, c'est toujours basé sur ce principe des leviers. Et les leviers sont pour la plupart intermoteurs, avec un petit bras de levier moteur. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour le corps d'un animal ou le corps humain, c'est de faire des mouvements. Bien sûr, on veut que les mouvements soient amples, ce qui est particulièrement vrai pour l'homme, qui a des membres antérieurs assez grands. Il peut faire des mouvements très amples grâce à ce principe. Le muscle peut se contracter de très très peu. On voit que le DM ici est très très faible, mais grâce à des forces importantes, on peut bouger des forces modérées sur des distances qui peuvent être considérables, typiquement plus grandes qu'1 mètre si tu utilises toute l'amplitude du mouvement avec l'articulation de l'épaule par exemple. Voilà, ça c'est donc pour la nécessité. Les leviers sont typiquement donc des leviers intermoteurs dans le corps humain. Voilà, alors on va passer maintenant à un dernier type de levier, c'est ce qu'on appelle le levier interappui. C'est donc le dernier qui nous reste à voir. Il est illustré ici avec Archimède, qui lève un globe ici grâce à un levier interappui. L'appui est ici, c'est la pierre anguleuse qui est ici. Le levier, c'est cette espèce de poutre-là sur laquelle Archimède est en train de mettre tout son poids donc pour lever ce globe. Alors pourquoi cette illustration? Eh bien en fait c'est parce que c'est Archimède qui a formulé pour la première fois la formule des leviers. C'est lui qui a compris comment ça fonctionnait et comment on pouvait avoir un effet de démultiplication de la force ici. La force motrice peut être arbitrairement petite en choisissant un levier suffisamment long, un levier moteur ici suffisamment long. Si je le passe ici dans l'autre membre, il vient diviser ce qui est ici, et quelque chose de grand qui vient diviser quelque chose ici. Si ça devient de plus en plus grand, forcément la force motrice devient plus petite. Et donc Archimède avait compris ça. Il a même énoncé un jour la phrase qui est « Donnez-moi un appui et je lèverai le monde ». Il lèvera le globe terrestre. Si c'était possible,
La Terre, c'est une grosse boule comme ceci. Si dans l'univers, il était possible de créer un appui pour lever la Terre, eh bien, ça serait possible malgré le poids énorme de la Terre. Ça serait possible, en principe, bien sûr, hein, c'est une image avec un bras de levier très très grand. Un bras de levier moteur très très grand. On arrive à diminuer la force ici, autant qu'on le veut. Hein, c'est un petit peu l'idée que Archimède avait perçue et qu'il avait formulée selon cette idée qu'il pouvait lui-même lever la Terre pourvu qu'on lui fournisse un point d'appui et un levier suffisamment long. Voilà. Alors Archimède, c'est moins 250, donc 250 avant Jésus-Christ, tout simplement. Hein, c'est donc l'Antiquité. Hein, c'est assez étonnant. Hein, c'est bien sûr le même Archimède hein, que celui de la poussée d'Archimède pour les corps flottants dans les fluides. Voilà, hein, c'est donc un savant assez extraordinaire hein, d'avoir perçu ça à cette époque où on était loin de parler de conservation de l'énergie. Voilà, alors on va décrire ce levier, hein, je le représente ici, voilà, voilà le point d'appui, c'est bien inter-appui, c'est l'appui qui se trouve maintenant entre les deux extrémités. J'ai la charge ici, je peux monter cette charge maintenant en abaissant ici. Grâce à la force motrice, voilà qui est fait. Je suis monté ici d'une certaine hauteur. Grâce à la force motrice, la force résistante a pu monter. Ici, j'ai parcouru une certaine distance dm, qui va me donner donc un travail dm fois fm. Et ici, je suis monté de la distance dr, qui nécessitait donc un travail fr fois dr. Si je fais ce travail directement à la main, c'est le travail fr fois dr que je dois effectuer. Il doit être égal au travail forcément de la force motrice qui est Fm fois dm que je viens d'écrire ici. Alors bien sûr, je vais faire apparaître les longueurs des bras de levier. Le bras de levier moteur, hein, ceci est l'occasion de préciser la définition du bras de levier moteur. Hein, c'est bien la distance entre le point d'appui et le point d'application de la force motrice. Donc ici, c'est plus toute la longueur du levier, hein, c'est bien Lm qu'on retrouve ici. Ce qui était le cas d'ailleurs pour le levier intermoteur également, ce n'était pas toute la longueur du levier. Et ici, on va retrouver la longueur du bras de levier résistant, LR. Et voilà, il est évident hein, que dr ici sur dm ou dm sur dr sera tout simplement égal à lm sur lr. On va retrouver ici les triangles, voilà je l'écris, un dm ici divisé par dr, hein, le rapport de dm et dr sera le même que le rapport de lm sur lr, tout simplement parce que j'ai des triangles équivalents. Hein, le triangle de côté dm-lm est équivalent au triangle lr-dr. Et voilà, tout simplement. Alors si tu n'es pas convaincu de ça, en fait on peut tout simplement reporter ici, oui c'est ça, donc on a le rapport de multiplication ici, mais si tu n'es pas convaincu de ceci, hein, je peux reporter la distance LR ici, puisque ceux-ci sont des droites, mais forcément je vais retrouver la hauteur DR ici à ce niveau-là. Et donc on voit que, en fait, le DR qu'on a ici, on l'aurait exactement comme si on avait en fait un levier interrésistant. Hein, je suis passé de DR ici, j'ai reporté ce triangle ici de l'autre côté, et donc le DR je le retrouve ici, et je vois qu'il a la même longueur que si on avait tout simplement un levier interrésistant. Ça veut dire que forcément on va bien retrouver la formule qui est ici, hein, que le dm sur dr est donné par lm sur lr. Voilà. Et ceci permet tout simplement de démontrer la formule ici, et également pour le levier inter-appui, hein, puisque je vois que ces rapports sont les mêmes, dm sur dr est la même chose que lm sur lr, ça veut dire que je peux remplacer ici dr et dm par lr et lm pour trouver la formule des leviers. La formule des leviers donc proposée par Archimède en 250 avant Jésus-Christ. Voilà, ceci termine donc cette séquence sur les leviers. Elle est importante, je le répète. Les leviers sont omniprésents dans le monde de tous les jours et le monde des sciences et techniques. Ils sont régis par cette petite formule toute simple. Si tu es capable dans tous ces dispositifs d'identifier FM, LM, FR et LR, tu pourras appliquer cette formule sans aucun problème. Alors, c'est bien ça la difficulté, cette formule est très simple. En principe, les leviers, donc c'est très facile à traiter pour résoudre des problèmes.
Mais en fait, ce n'est pas vrai. Dans les systèmes réels, il n'est pas toujours facile d'identifier le rôle de chacune des grandeurs qui sont ici. Hein, où est réellement appliquée la force motrice, quelle est la longueur du bras de levier moteur, et même chose pour la force résistante et le bras de levier résistant. Hein, tout ça n'est pas toujours facile dans un contexte pratique, mais voilà, avec la pratique, tu verras que tu t'y habitueras. Cette formule n'est franchement pas compliquée. Voilà, merci pour ton attention et à bientôt.